Madame, Monsieur, bonsoir. Samedi, le monde s'est réveillé avec une image qu'on croyait rangée dans les archives. Un chef d'État étranger arrêté par les États-Unis et transféré devant la justice américaine. Nicolás Maduro, le président, en tout cas maintenant ancien président vénézuélien, et son épouse jugés et incarcérés à New York. On peut être choqué, on peut être inquiet, mais on ne peut pas dire qu'on ne le savait pas. Le président Trump n'a rien inventé. Il a simplement remis sur la table une vieille grammaire américaine. Celle du Big Stick d'un certain Theodore Roosevelt, celle aussi du Panama en 1989 avec Manuel Noriega, et celle de l'Amérique tout simplement, qui assume sa puissance quand elle estime que ses intérêts vitaux sont menacés. À l'époque déjà, Washington parlait de drogue, de sécurité nationale, de responsabilité morale. Aujourd'hui, avec son style frontal légendaire, Trump parle pétrole, sans filtre. Il parle contrôle des revenus, 30 à 50 millions de barils pour garantir des bénéfices aux deux peuples américains et vénézuéliens. C'est une manière de dire « nous ne faisons pas que renverser des régimes, nous voulons aussi orienter l'ordre économique ». Il parle d'un Venezuela qui, selon lui, a été pillé par une narcodictature et qu'il faut remettre sur les rails, quitte à choquer les codes diplomatiques. Trump appelle ça la Monroe Doctrine, une version décomplexée de la doctrine Monroe, où en gros l'hémisphère occidental n'est pas une zone grise, mais un espace stratégique vital. Pourtant, les critiques fusent. Violation du droit international, précédent dangereux, retour au XIXe siècle, et sans oublier qu'il y a une autre potentielle nouvelle partie qui devrait se jouer, ou qui pourrait se jouer. Depuis Washington, on souffle que l'option militaire reste sur la table, même pour les territoires aussi sensibles que le Groenland. Une déclaration qui a fait bondir les capitales européennes. Certaines y voient d'ailleurs le spectre d'un effritement de l'OTAN. Dans ce duel entre puissances, à quoi ressemble désormais un monde où les lignes d'influence se déplacent sous nos yeux tous les jours? Et pour répondre à cette question en un peu plus d'actualité, j'accueille sur le plateau ce soir l'analyste politique américain Calvin Dark. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, un plaisir de vous accueillir. Merci. Avec nous aussi l'expert en intelligence stratégique et économique, Oussama Ouassini. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir et merci pour l'invitation. Se joint à nous depuis Abu Dhabi le professeur d'études stratégiques au Collège de Défense, Dr Mohamed Badil Yatiwi. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter, Dr Yatiwi. Comment l'arrestation de Maduro change les règles du jeu en Amérique latine? En gros, comment l'arrestation de Maduro aussi redéfinit concrètement la notion de souveraineté aujourd'hui? Écoutez, quand on parle de souveraineté, on est face à désormais différents types de définitions. Qu'est-ce que la souveraineté, l'intégrité territoriale d'un État quand Donald Trump se permet d'aller kidnapper, en quelque sorte, un chef d'État? Donc on est dans une situation qui est complexe. On voit que, vous l'avez très bien dit, qu'on revient à une forme de doctrine Monroe, plus le Big Stick, plus tout un tas de vieilles conceptions du 19e et du 20e siècle qu'on pensait derrière nous, ce qui pose tout un tas de problèmes en matière de droit international, en matière de sécurité internationale et en matière aussi de stabilité des relations internationales, avec cette volonté de Trump de toujours bousculer un peu plus. Vous avez parlé aussi du Groenland, qui pourrait être une prochaine cible. On parle aussi de Cuba, si on reste en Amérique latine. Et donc, on est face à de nombreuses difficultés, notamment d'un point de vue juridique. Et on voit qu'au niveau juridique, clairement, le droit international a été bafoué, mais également le droit interne états-unien, puisque beaucoup se posent la question de la légitimité de l'intervention d'un point de vue du droit même des États-Unis et bien évidemment du droit international. Là, ce ne sera pas une première dans l'histoire des États-Unis, dans l'histoire récente même, pour ne citer que Truman, Clinton, Obama et Trump aussi, lors de son premier mandat. Donc, le président américain, quelle que soit son appartenance politique, n'a pas réellement besoin de l'aval du Congrès. Dans quelle situation, justement, ceci est valable, Dr Yatiwi? Écoutez, là, on est quand même face à quelque chose de quand même un peu différent, dans le sens où, si on prend depuis 2003 et l'intervention en Irak, l'invasion
qui était illégale, puisque le Conseil de sécurité n'avait pas approuvé cette intervention. Quand, par exemple, Obama a décidé de tuer Oussama Ben Laden, il ne tuait pas un chef d'État, il tuait le patron d'un groupe terroriste. Là, on a quelqu'un qui est un chef d'État, quoi qu'on pense de Maduro, sa légitimité est très clairement à remettre en cause, puisqu'on sait que les élections de 2024 et même celles déjà de 2019 étaient très certainement entachées d'irrégularités. Mais là, on est face à un précédent qui est nouveau et de plus, on est face à une situation nouvelle quelque part, puisqu'on avait un président qui, lors de son premier mandat, il y a plusieurs années maintenant, et lors de son retour à la Maison-Blanche l'année dernière, nous a dit qu'il mettrait fin à cet engagement tout azimut des États-Unis dans le monde. Et quand on parle de l'Amérique latine et quand on parle des États-Unis, c'est un sujet que je connais très bien, on sait qu'il y a par l'histoire, plusieurs fois, les États-Unis qui ont interféré directement dans la vie, dans le processus politique de différents États. On peut parler du Chili, on peut parler de l'Argentine, on peut parler bien évidemment du Panama que vous avez cité avec le cas Noriega. Et là, on pensait, notamment d'un point de vue latino-américain, que tout cela était fini. Et aujourd'hui, on est aussi dans une situation où nous ne sommes plus dans la situation de la guerre froide qui a permis de justifier du côté états-unien ces différentes manœuvres. Aujourd'hui, on est dans des pays qui sont sortis de dictature militaire, qui ont essayé d'avoir un processus démocratique. Ça a été le cas au départ au Venezuela et ça a très vite dérapé dans une situation catastrophique d'un point de vue politique, social, économique, diplomatique. Mais malgré tout, on est face à une situation qui est très dangereuse, puisque demain, cela pourrait arriver au Groenland, demain, cela pourrait arriver n'importe où, et on pourrait avoir les Chinois qui utiliseraient cet argument pour dire non, on va envahir Taïwan. Vladimir Poutine sort renforcé. On a même eu Medvedev, l'ancien président, qui a dit pourquoi pas capturer, kidnapper Merz, le chancelier allemand. Donc, ça, si vous voulez, ça devient un peu le début d'un grand n'importe quoi, et on sort de l'ordre international tel qu'il a été bâti par le traité de Westphalie en 1648 pour rentrer dans un espèce de Far West généralisé où là, finalement, c'est réellement la loi du plus fort, même si on sait que le plus fort a toujours eu un avantage, on va dire, certain, mais on essayait au moins de bâtir, même si ce n'était pas parfait et c'était loin d'être parfait, un ordre international à partir de 1945, basé sur la Charte des Nations Unies, avec un article 2 qui est très clair en termes d'intervention et de recours à la force armée, qui le cadre. Et là, on voit très clairement que le cadre n'y est pas. Et notamment maintenant, avec quelque chose de plus, c'est qu'il menace même ses alliés. C'est-à-dire qu'il menace le Canada, il menace les Européens à travers le Groenland. Et là, on rentre dans une forme de situation très, très complexe, puisqu'on ne sait pas, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête. Et même au Venezuela, si la transition, on en parlera, se fait avec l'ancienne vice-présidente Delcy Rodriguez, il ne faut pas sous-estimer la capacité de certains acteurs à l'intérieur du Venezuela d'essayer d'enrayer ce processus. Ça ne sera pas si simple. Justement. Et il y a un autre argument, c'est quand les États-Unis intervenaient avec les néoconservateurs en Irak, ils intervenaient au nom de la démocratie. Ils disaient, nous sommes là pour établir la démocratie en Irak. Vous savez que ça n'arrivait pas, mais au moins c'était l'argument. Là, aujourd'hui, on ne parle plus du tout de démocratie, et on ne parle plus du tout de droits de l'homme. Là, on parle vraiment d'intérêts, et vous en avez parlé dans votre introduction, d'intérêts purement matériels, c'est-à-dire les intérêts énergétiques, économiques, etc. Et on revient en réalité au 19e siècle. Oui, et puis on revient aussi à un langage beaucoup plus direct, beaucoup plus frontal que ça a été le cas de l'Irak que vous avez évoqué. Calvin Dark, une réaction, et peut-être vous pouvez répondre à ma question sur l'accord, sur le feu vert du Congrès au président américain pour opérer aussi ce genre d'action inédite, il faut le dire. Je crois que la clarification, ça répond à votre question aussi. Vous avez cité les autres cas. Il y a une grande différence parce que Donald Trump n'a pas consulté le Congrès. Nous avons une procédure qui s'appelle the Gang of Eight, Gang du 8, c'est-à-dire les leaders de Chambre des représentants et le Sénat des deux partis. Il doit donner un briefing confidentiel avant toutes les opérations militaires. Et si le cas, il ne peut pas avant, directement après, il doit consulter le Congrès pour la prochaine étape.
depuis la chute de Maduro, Donald Trump n'a rien dit sur le rôle du Congrès. Et je vous rappelle, par exemple, pour la Syrie avec Obama. Obama a frappé, mais il a demandé de Congrès une opération plus élargie et ils ont rejeté. Alors, il n'a pas poursuivi sa politique. Alors ça, c'est quand je parle avec mes collègues à Washington, ça, c'est ce que choque Washington maintenant. De quel Washington parlez-vous, en sachant qu'il y a un ralliement quasi unanime des républicains derrière Trump après cette opération au Venezuela? Donc, quels Américains sont concrètement contre? Est-ce que c'est que du camp démocrate? Et aussi, comment cette opération militaire transforme aussi un enjeu, ou se transforme en enjeu de politique interne aux États-Unis? Les républicains, premièrement, et puis les démocrates. Pourquoi? Les républicains soutiennent ce qu'il a fait pour Maduro. Le problème, c'est que dans notre Constitution, le seul pouvoir qui peut empêcher le président, c'est le Congrès. Et devant les médias, les républicains disent « Oui, c'était un objectif d'Obama, Biden, de forcer la chute de Maduro. Alors Trump, il est fort, il l'a fait. » Mais derrière les scènes, ils disent que ça ne se fait pas. Parce que qu'est-ce qui se passait quand le prochain président, peut-être démocrate, veut agir sans même consultation avec le Congrès? Alors, derrière les scènes, il ne veut pas être sans pouvoir. Parce que je sais à Washington, avant qu'on est démocrate ou républicain, on est politicien. Et nous sommes dans l'année des élections parlementaires aux États-Unis. Les midterms. Oui. Et si je suis républicain, moi, je veux démontrer que je soutiens Donald Trump 100%, mais si je me sens comme un poupée de Donald Trump, que je suis Donald Trump sans aucune intervention comme membre du Congrès, je me parais faible. Alors les républicains derrière les scènes disent à la Maison-Blanche, il faut au moins consulter le Congrès pour que ce que le président fait, ils ont le soutien du Congrès. Donald Trump, il ignore le Congrès et ça choque Washington maintenant. Ça choque Washington. Juste une dernière petite question par rapport à l'opinion publique américaine. Oui. Les républicains ont comparé l'arrestation de Maduro à la chute du mur de Berlin. Que cherchent vraiment à installer les élus républicains dans l'imaginaire collectif américain avec cette comparaison assez intéressante? Je crois que cette comparaison, c'est pour encourager l'esprit de Donald Trump. Parce que Donald Trump, il veut tout soit le plus grand, le plus fort, le plus tout. Alors, et je crois aussi qu'il y a une différence entre ce cas et ce que se passe maintenant. Parce que dans ce cas, je crois qu'il y a toujours les républicains qui sont les républicains traditionnels, qui, par exemple, pensent à l'avenir de l'Amérique du Sud au niveau des démocraties, capitalisme, coopération avec les États-Unis. Ils comprennent que pour vraiment avoir stabilité dans Venezuela, il faut un plan à long terme. Et le problème avec Donald Trump, il focus sur maintenant. Est-ce que ça n'a pas une connotation des anciens blocs soviétiques américains, avec quand même le Venezuela qui est resté jusqu'à il y a 4 jours, le dernier bastion, entre guillemets, de cette ancienne ère bipolaire, c'est-à-dire en Amérique latine? Cette comparaison à la chute du mur de Berlin. Je crois que vous pensez beaucoup trop que Donald Trump sur cette affaire. Non, je pensais aux élus républicains qui ont fait cette comparaison. Oui, ils ont fait cette analyse. Donald Trump, il pense maintenant sur le maintenant. Oui. De Maduro, sur le pétrole. Et aussi, je crois que c'est important le timing. Donald Trump, il a jusqu'à mois de mars, peut-être avril. Après avril, il est lame duck, peut-être. Il a son pouvoir. Pourquoi? Les élections sont en novembre, mais les élections générales, les élections primaires commencent en février, mars et avril. Et tous les républicains, ils vous disent qu'ils soutiennent le président, mais s'il y a des questions, par exemple, dans leur district, pourquoi vous avez soutenu le président quand il a fait ça sans l'approbation du Congrès? Ces membres du Congrès veulent un peu de distance avec le président pour paraître indépendant.
Alors, Donald Trump ne peut pas faire quelque chose de scandale pendant les élections primaires. Okay. Alors, il a jusqu'au mois de mars, avril, alors il fait tout ce qu'il peut avant cette date. Exact, mais il reste beaucoup à cette date. Je vous laisse réagir d'abord, Oussama Wassini, par rapport aux deux interventions. Il est parti récupérer Marudo dans le cadre de trafic de drogue. C'est pas l'armée qui est intervenue, c'est la DEA. Donc, pour pouvoir demander... Donc, c'est pour ça la raison pour laquelle il n'a rien demandé au Congrès ni au Sénat. Il est parti dans le cadre des trafics de drogue. Il a récupéré le bonhomme. Juridiquement, il est parti dans le cadre de trafic de drogue. Point barre. Il n'a pas encore repris... Mais les charges ont été revues, on va dire, révisées, oui. Après qu'il eut été arrêté. Les charges qui pesaient contre le président vénézuélien, Maduro, ont été changées par rapport justement à l'organisation de narcotrafic, etc. Je vois ce point. Ça choque Washington parce que il y a une justification, mais c'est inédite. Alors, Donald Trump a dit non, c'est pas une répression contre un pays, un chef d'État. C'est vrai qu'il y a des charges, des accusations d'un cours à New York, ça c'est vrai. Oui. Donald Trump, il comprend comment ça fonctionne notre système de justice. Il sait que c'est vraiment une question et ça va prendre au moins 6 mois, un an, avant que la Cour suprême prenne une décision sur cette question. Alors, Donald Trump, il sait que si c'était contre Maduro que chef d'État, ça, c'est formellement interdit. Il a été très subtil. Il est parti le récupérer dans le cas de trafic de cocaïne. Point barre. Alors, il n'a pas encore attaqué le Venezuela, il n'a pas encore conquis le Venezuela. Que signifie du coup, politiquement, peut-être, le fait qu'un président américain dit vouloir, je cite, contrôler les revenus pétroliers d'un autre pays? Ça effectivement, c'est que, pour pouvoir pousser le raisonnement plus loin, c'est que, je ne sais pas moi, derrière la tête, effectivement, je reconnais une chose, c'est que les États-Unis ont besoin de ce pétrole. Parce que il y a une tension, comme je vous avais dit la dernière fois, il y a une guerre énergétique qui est énorme, et surtout au niveau de l'IA. Si les États-Unis n'ont pas, parce que n'oubliez pas une chose, elles consomment 19 millions de tonnes, 19 millions de barils par jour, il n'en produit que 14. Et ces 14 millions de barils par jour, dans 5 ans, ils n'en resteront plus. Donc effectivement, quelque part derrière tout ça, peut-être qu'il est en train de préparer le terrain au niveau du Sénat, du Congrès, pour qu'il puisse lui donner le feu vert, de profiter de l'occasion. Comme on a retiré le bonhomme d'un peu de trafic, on peut aller rentrer maintenant pour aller effectivement reprendre et bien entendu sauver le soldat dollar. Mais ça reste quand même une arme, si je me permets, une arme géopolitique à part entière, le pétrole. Ah oui. Et là, le cas du Venezuela l'a confirmé. Ah oui, parce que si demain, le pétrole et une transfusion sanguine avec les États-Unis, ils ont un frigo de pétrole qui leur permet de pouvoir faire face à n'importe quelle tension au niveau du Moyen-Orient ou en Asie. Ils sont sauvés. Et quel impact sur la Chine? Non, la Chine, c'est minable, c'est pinable. Et le Venezuela, c'est quoi? C'est même pas 1 million de barils par jour. Pour la Chine? Pour la Chine. C'est pas... Ils peuvent aller le chercher ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a des pays qui vont ressentir en premier les effets de cette nouvelle configuration énergétique, ou en tout cas du pétrole vénézuélien qui va vers les États-Unis en premier, avant d'être revendu sur les marchés au prix du marché, comme l'a précisé le président américain hier soir? Bon, il faut comprendre une chose, c'est qu'actuellement, ils sont à 1 million de barils par jour. Bon, si demain, effectivement, les États-Unis ont la main mise sur le pétrole vénézuélien, pour moi, le premier qui va se secouer, c'est le Moyen-Orient et l'Arabie Saoudite. Alors, on va voir de toutes les couleurs. Très bien. Vous vouliez réagir, Calvin Dark? Oui, un point à ajouter parce que je crois qu'on est entre familles, avec les téléspectateurs aussi. Oui. Comme vous avez dit, la justification juridique, ce qui est avantage pour Donald Trump est aussi désavantage, c'est la transparence. Parce que j'ai des amis, des avocats à Washington, qui ont dit que cette idée, c'est nouvelle, c'est pas testé. Mais quand il a dit après, les États-Unis vont gérer la Venezuela,
il a tout refait cet argument. Parce que si c'était un criminel, c'était une opération contre les drogues. Pourquoi les États-Unis vont gérer un pays? Alors Donald Trump, il était si content de dire ce qu'il a fait avec Maduro. Il a dit ce qu'il ne faut pas dire au public, voilà, que les États-Unis vont gérer le Venezuela. Et c'est pour ça, ça va compliquer son argument que c'était une opération criminelle seulement. Oui. Mais peut-être qu'il faut faire passer le message aux Russes, aux Chinois et à d'autres pour pouvoir régler d'autres problèmes. C'est peut-être un coup de billard à plusieurs coups de bande. Oui. On verra ça plus tard, hein, qu'est-ce qui va se passer. Docteur Yati, oui. En tout cas, on ne peut pas laisser un régime accusé de narcotrafic. C'est l'esprit, en tout cas, de la Maison-Blanche. Quid des alliés des États-Unis, leur réaction, peut-être d'abord un commentaire sur leur réaction et aussi les réactions des alliés du Venezuela, dont certains n'ont montré aucune solidarité, ceux-là même qui avaient partagé un accord de défense commun avec Caracas. Écoutez, il y a plusieurs choses. Sur la question pétrolière, juste pour répondre sur ce que vous disiez, quels sont les pays les plus affectés, il y a aussi le Canada qui risque d'être affecté, puisque le pétrole canadien est très utile aux Américains, et à moyen long terme, si les Américains mettent la main sur le pétrole vénézuélien, le Canada pourra peut-être finalement en souffrir. Mais pour répondre à votre question, alors les alliés des États-Unis, ils sont dans une situation quand même assez délicate, puisque la question du droit international, notamment chez les Européens, a toujours été au centre de leur discours et de leur argumentation et de leur narratif concernant le conflit russo-ukrainien. Et là, évidemment, ils sont en situation complexe, surtout qu'il y a le Groenland qui arrive dans pas longtemps. Et là, on parle quand même d'un pays membre de l'UE, membre de l'OTAN. Donc, ça va poser tout un tas de questions. Ça, c'est la première chose. L'autre élément qui est important, c'est que les alliés du Venezuela sont dans une situation qui est complexe. La Colombie de Petro va connaître des élections dans 3 mois. En mars, oui. Pardon ? À partir de mars, oui. Oui. Donc, ils sont dans une situation très complexe, sachant que des groupes de guérilleros comme l'ELN sont présents au Venezuela, mais également en Colombie, qui est leur pays d'origine. Donc, ça complexifie la situation. On a un pays comme le Brésil, avec le président Lula, qui ont des relations exécrables avec Donald Trump, puisque Donald Trump soutenait Bolsonaro, et la condamnation de Bolsonaro a engendré beaucoup de tensions diplomatiques. Et là, évidemment, Lula, qui a critiqué très fortement la décision de Trump, évidemment, cela ne va pas arranger leurs relations. On sait que le président Boric, qui est sur le départ, puisque les élections ont fait que Cast a été élu au Chili, a été très critique lui aussi, alors que Cast lui soutient la décision de Trump. On a également Cuba qui a très peur, puisque sans le pétrole vénézuélien et sans, j'ai envie de dire, soutien vénézuélien, ça va être très difficile pour le régime de la Havane de tenir. Et là, Trump et Rubio veulent faire quelque chose d'historique, là où tous les présidents américains ont échoué depuis Kennedy et depuis la baie des cochons. Et puis on a le Mexique. Vous parliez de pays accusés de trafic de drogue. Vous savez, l'accusation est quand même surprenante, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le principal problème en matière de narcotrafic pour les Américains, pour les citoyens américains et pour l'État américain, ce n'est pas la cocaïne du Venezuela. Premièrement, le Venezuela ne produit pas de cocaïne. La cocaïne est produite en Colombie, en Bolivie, au Pérou un petit peu, etc. La vraie plaque tournante en Amérique du Sud de la cocaïne, c'est l'Équateur. C'est cette cocaïne-là qui arrive via le Pacifique aux États-Unis. La cocaïne qui est exportée depuis le Venezuela, en majorité, elle va en Europe et elle va aussi en Afrique. Donc ça, c'est pour la grande majorité. Ensuite, le vrai fléau aujourd'hui en termes de consommation de drogue aux États-Unis, c'est le fentanyl. Et le fentanyl est produit en Chine et ce sont les cartels mexicains principalement, le cartel de Sinaloa qui l'exporte vers les États-Unis. Mais Donald Trump, c'est une chose. Au départ, il voulait une intervention, il y a 6 mois, cet été, il voulait une intervention ciblée contre des cartels mexicains sur le territoire mexicain. Et il a été découragé par la plupart de ses conseillers et par la plupart des membres de son équipe, car ils savent le risque que cela engendrerait. Parce que la différence entre le Venezuela et le Mexique, au-delà de la superficie, de la population, etc., c'est que vous avez une frontière directe, 3500 km de frontière. Donc les conséquences seraient beaucoup plus compliquées à gérer de part et autre de la frontière.
Donc l'argumentation qui tourne autour de tout ça, de dire que Nicolas Maduro est à la tête d'un narco-État, est peut-être vrai, puisqu'on sait que le narcotrafic a totalement gangréné l'État vénézuélien et notamment l'armée, auquel Maduro a donné le contrôle des ports, des aéroports et des zones pétrolières. Mais si on veut vraiment s'attaquer au problème de drogue aux États-Unis, ce n'est pas le Venezuela qu'il fallait attaquer en tout cas, et vouloir régler le problème de la consommation de drogue aux États-Unis en attaquant différents territoires a toujours été un échec, puisque le problème provient de la consommation, pas seulement de la production. Les deux sont liés et il faut faire très attention sur ce genre de choses, puisqu'on voit que l'argumentation le narratif qui a été développé autour de Nicolas Maduro, qui est loin d'être un ange et qui est un dictateur qui s'est maintenu au pouvoir en jouant sur les différents leviers de l'État vénézuélien avec une répression terrible et en affamant son peuple. Néanmoins, l'argument tel qu'il est utilisé par Donald Trump est très dangereux, puisqu'il pourrait ouvrir des précédents assez terribles et assez complexes en matière de sécurité internationale, et notamment pour les propres Américains, puisque le problème de la drogue sera loin d'être résolu en éliminant ou en mettant en prison, en incarcérant Nicolas Maduro. Alors, sur la situation maintenant au Venezuela, au lendemain donc, de cette opération inédite donc, d'arrestation au Venezuela par les forces américaines du président vénézuélien, le lendemain, on l'a vu, on a vu quelques scènes de chaos. Est-ce que ce chaos peut se généraliser, mettre fin à un État défaillant? Est-ce que cela signifie automatiquement aussi la reconstruction d'un État en bonne et due forme avec les bonnes bases, d'abord sécuritaires, dans ce pays, Calvin Dark? Je crois que ça, c'est une très bonne question et c'est très compliqué. Et je crois qu'il y a des équipes dans le gouvernement de Trump qui connaissent ce qui se passe au Venezuela. Et je crois qu'avec le temps, en travaillant avec l'opposition et aussi les leaders à côté de Maduro, mais qui ont accepté de rejeter le système Maduro, ça c'est possible. Le problème sécuritaire, c'est que ça ne va pas se passer demain, ça va prendre du temps. Et le problème, c'est que ce que Donald Trump veut faire, il veut faire maintenant le pétrole. Il a annoncé ce matin, il a une réunion avec les chefs d'entreprise des compagnies pétrolières vendredi, cette semaine. Oui, oui. Et le problème, c'est que même s'il a l'approbation du Congrès pour faire quelque chose avec le pétrole à Venezuela, si je suis chef d'entreprise d'une compagnie pétrolière aux États-Unis et je veux investir à Venezuela, je ne peux pas le faire avant qu'il y ait une situation sécure. C'est stable, oui. Oui, et aussi, il y a une autre question. S'il n'y a pas de problèmes sécuritaires, les compagnies pétrolières, ils veulent savoir qui va être le prochain président. Mais on l'a vu dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'on a eu des entreprises américaines et occidentales s'installer dans des zones qui étaient encore en conflit, pour ne citer que le pétrole irakien, la Syrie, pour d'autres grands groupes industriels européens. Donc, in fine, est-ce que finalement, ce challenge sécuritaire freine les ambitions des entreprises ou, à travers l'expérience passée, on voit que cela ne les freine pas réellement? Vous citez le problème, parce que ce qui va se passer, si les compagnies pétrolières, oui, si les investissements, oui, c'est possible que le prochain président, démocrate ou républicain, va dire que, OK, on va aider le Venezuela, mais on ne peut pas tirer le profit de ça. C'est ce qui s'est passé avec l'Irak. Et Donald Trump, il a bien critiqué ça pendant l'époque de Bush. Il a dit pourquoi on est vaincu, il faut prendre le profit de le pétrole. Alors, je crois que ça, c'est la peur qu'il n'y a pas un champ ouvert, oui, pour les entreprises. Et aussi, nous savons qu'avec les tarifs de Donald Trump, il veut quelque chose pour l'économie, pour démontrer qu'il gère bien l'économie. Le problème, c'est que même s'il réussit avec le pétrole en Venezuela, il n'y a pas d'impact avant, je crois, 2 ans. Oui, et aussi, Donald Trump, il est expert dans le show.
quand il a des photos, des vidéos de Maduro en tracksuit Nike devant la cour en New York. Le problème, c'est que j'ai des amis, les avocats, ils m'ont dit qu'au moins 1 an pour la cour de prendre des décisions s'il peut être jugé à New York. Alors, Maduro va être le président à New York à côté de la cour, je crois au minimum 5 ans avant qu'il y ait aucune décision. Donald Trump, il comprend comment ça marche, les programmes de réalité. Il ne peut pas attendre ce point-là. Alors, c'est pour ça que je dis que la prochaine étape, ça va être le Mexique. La prochaine étape, ça va être le Mexique, pas le Groenland, oui. selon vous. Oui. Et il va Pourquoi pas... Oui. C'est intéressant. Pourquoi le Mexique? Comment le Mexique? Oui. Il ne va pas faire ça avec la présidente du Mexique. Oui. Mais ce qu'il va faire, il va faire des attaques ciblées à la frontière contre les cartels. Okay. Parce qu'il sait qu'il peut faire ça, qui va empêcher? Où est le démocrate qui va dire non, il faut protéger les cartels? Oui, et les Mexicains, ils peuvent pas, ils vont dire ah oui, la souveraineté, mais à la fin du compte, ils disent depuis 10 ans, ils ont des difficultés de le faire. Et aussi, il y a des républicains traditionnels qui ont suggéré ça il y a 5-10 ans. Alors je crois que pour Donald Trump, ça c'est un coup, c'est vite. Il n'y a pas d'opposition contre une attaque sur les cartels et il garde cette impression d'être l'homme fort à la Maison-Blanche. Oui, personnellement, en discussion maintenant, j'y réfléchis une chose. Peut-être qu'en gardant Maduro aux États-Unis, ça lui permettra de faire une pression sur lui pour qu'au niveau du pétrole soit remis entre les mains des compagnies pétrolières américaines. Peut-être. Parce que, je répète, les États-Unis ont vraiment besoin du pétrole vénézuélien pour sauver leur face. Il ne leur reste que 4-5 ans de pétrole. Alors, ils ont besoin de ce pétrole vénézuélien qui est tout prêt, avec quelques petits investissements dans 2 ans, 3 ans, ils peuvent facilement passer à 4 millions de barils par jour. Et ce qui permettra de relancer toute la partie raffinerie de Dallas. Fait intéressant, c'est le marché vénézuélien qui a grimpé hier. Oui, le marché vénézuélien. Comment les investisseurs vont-ils relire au final le Venezuela après cet épisode? Parce que tout simplement, effectivement, le problème qu'il y avait avant, c'est que le Venezuela était sous embargo. Donc, en quelque part, le maximum de production qu'il pouvait faire, c'est qu'il faut actuellement 960 000 à 1 million de barils par jour. Ce n'est pas suffisant. Aussi bien pour le Venezuela que même pour les Chinois. Même si les Chinois, eux, de l'autre côté, investissent un peu au niveau des Ils investissent au Venezuela, ils investissent dans les installations pétrolières, ils investissent aussi dans les installations télécom. Oui, mais malheureusement, le problème qu'il y a, reprenons ce qui s'est passé avant l'attaque, c'est que tous les bateaux étaient arrêtés par les Américains. Oui. Donc, quelque part, à quoi ça sert? Parlons de bateaux arrêtés par les Américains. Aujourd'hui, les forces américaines auraient arrêté aussi un cargo russe en plein Atlantique. Peut-être qu'il avait de la marchandise vénézuélienne dedans. Et ce n'est pas contraire au droit international. Attends, vous avez une marchandise qui est sous embargo. C'est quoi le droit international? Je parle comme Trump. Il a dit ça. Et en fait, je comprends ce qu'il dit parce que qui va l'empêcher? Voilà. Donc cette opération, encore aujourd'hui, confirme que les États-Unis restent très focalisés sur leurs objectifs. Mais c'est là où on se pose réellement la question, quel est the biggest picture? Quel est the broader picture? Quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif ne se limite qu'au pétrole, comme annoncé par le président américain Oussama Wassini? Pour moi, les États-Unis veulent garder l'empire, ils veulent sauver un peu leur empire. Effectivement, ils ne peuvent plus contrôler tout le monde. Ils ne peuvent plus. Parce que la situation financière, etc., ils ne permettent pas. Il faut se positionner pour pouvoir garder. Parce que le seul truc que les États américains ont toujours, c'est une évolution. Ils ont quelque part, au niveau technologique, ils ont quelques points d'avance par rapport aux Chinois et aux Russes. Donc, cette avance technologique au niveau de l'IA, il faut la garder. Comme je vous avais dit la dernière fois, il y a plusieurs fois que je suis venu ici, l'IA consomme énormément d'énergie. Alors, si demain les États-Unis n'ont plus d'énergie, ils sont morts. Et même le dollar est mort. Donc c'est une question de pétrole. De pétrole.
Pas de broader picture. Même Non. question à Dr Mohamed Badil Yatiwi, vous qui connaissez bien, vous avez bien étudié aussi cette région du monde. D'abord, selon vous, quelle est la finalité de tout cela? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez aussi du scénario mexicain avancé par Calvin Dark? Alors, deux choses. Merci pour les deux questions. Quand on parle on va dire, la big image concernant les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, cette doctrine Monroe qui a été forgée en 1823 était claire, l'Amérique aux Américains, et c'était les Européens qui étaient visés à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas oublier que au cours du 19e siècle, les Britanniques, les Français, notamment au Mexique et en Équateur, ont essayé de s'imposer. Et c'était une manière pour les États-Unis d'asseoir leur domination et de chasser, d'avoir une chasse gardée dans le monde. Et à ce moment-là, évidemment, ils n'étaient pas présents partout comme aujourd'hui. C'était très limité. Ils avaient besoin de cette chasse gardée, entre guillemets. Aujourd'hui, la situation est différente. Et dans les 20 dernières années, en Amérique du Sud, dans quasiment tous les pays d'Amérique du Sud, les Chinois ont damé le pion aux Américains d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue commercial, d'un point de vue des investissements et d'un point de vue des projets structurants. Un port au Pérou, une volonté d'avoir un chemin de fer entre la Colombie et l'Argentine, tout un tas de projets. Évidemment, le canal de Panama avec les sociétés qui contrôlent les deux ports et qui ont dû céder face à la menace de Trump. Ce qui, pour Donald Trump, est évidemment inacceptable du fait de sa vision du monde. Et lui, ce qu'il cherche à faire, c'est revenir à une vision du monde, non pas avec des blocs comme durant la guerre froide, mais avec des hémisphères de préférence. C'est-à-dire dire aux Chinois, faites ce que vous voulez en Asie, et si vous voulez aller prendre Taïwan, c'est votre problème. Les Russes, si vous voulez aller prendre la moitié de l'Ukraine ou le tiers de l'Ukraine, c'est votre problème. Mais moi, laissez-moi faire ce que je veux ici. Je ne veux pas que les Chinois aient un pied économique, notamment pour la question du pétrole, mais pour des questions beaucoup plus larges de commerce et d'investissement. Et le Venezuela regroupe, si vous voulez, tout ce que Trump n'aime pas. Vous avez les Chinois qui sont présents, vous avez les Russes qui sont présents, et vous avez les Iraniens, le Hezbollah qui sont présents. Donc, bien évidemment, si vous ajoutez tous ces éléments-là, avec en plus la rhétorique chaviste, puis madouriste depuis 1999, vous avez tous les éléments pour que les États-Unis ne soient pas très satisfaits de ce qu'était le régime vénézuélien. Maintenant, pour répondre à la question concernant les cartels mexicains et le fait de les viser, c'était l'idée initiale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je continue de penser que c'est très dangereux, peut-être qu'il le fera, mais s'il le fait, et si jamais il y a une attaque vis-à-vis des cartels mexicains ciblée avec certainement des drones dans ce pays, c'est un pays qui connaît une situation dramatique par rapport à la guerre, ce qu'ils appellent la guerre contre le narcotrafic, qui a commencé en 2006, il y a 20 ans, sous la présidence de Felipe Calderón. Les Américains ont mis en place l'initiative Mérida avec les Mexicains en 2007-2008. Ça n'a pas très bien marché. La situation au Mexique est terrible. Il ne faut pas oublier une chose, la frontière. Je pense que les cartels mexicains, s'ils sont visés, réagiront contre les intérêts américains, pas forcément aux États-Unis, mais au Mexique. Et les intérêts économiques du fait du traité de libre-échange et du fait de l'imbrication commerciale et industrielle des deux pays pourraient créer de très, très gros problèmes. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une communauté mexicaine très importante aux États-Unis, ça tout le monde le sait, et je pense que la réaction sur place aux États-Unis sera aussi compliquée à gérer pour tout un tas de gouverneurs ou bien de maires. Donc, je pense que c'est quand même très risqué d'attaquer le Mexique sur son sol, d'autant plus que l'histoire entre les États-Unis et le Mexique, et mon collègue américain le sait très bien, la moitié du territoire mexicain a été perdu en 1848, puisque ce sont les États-Unis qui en ont pris le contrôle, tous les États du Sud, du Sud-Ouest. Et d'un autre côté, il y a eu en 1914, pendant la Révolution mexicaine, le bombardement du port de Veracruz au Mexique et des troupes américaines qui sont rentrées dans la capitale Mexico City. Donc tout cela ne rappelle pas de très bons souvenirs pour les Mexicains et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de maintenir les relations bilatérales qui sont très fortes entre le Mexique et les États-Unis, d'autant plus que le Mexique est l'un des rares pays d'Amérique latine qui ne soit pas tombé totalement dans l'escarcelle chinoise d'un point de vue économique. Donc ça serait peut-être un bad move, comme on dit. Oui, mais parce qu'il est justement très lié aussi aux États-Unis économiquement. Mais qu'en est-il des failles sécuritaires? Vous êtes au Collège de défense. Quelles failles sécuritaires cette opération donc au Venezuela
ouvre dans toute la région. Vous avez parlé tout à l'heure de la Colombie, qui partage aussi ses frontières avec le Venezuela. Autre pays aussi qui s'attend à des élections très très bientôt, c'est le Brésil, vers la fin de l'année. Donc, en gros, avec cette année électorale, les défis sécuritaires ne risquent-ils pas de peser davantage, peut-être même dans les résultats de ces élections à cause de la situation instable au Venezuela? Bien sûr, très certainement. En fait, en Colombie, du fait du très mauvais bilan de Petro, il y a de fortes chances que la droite revienne au pouvoir. Alors, Petro était le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie et son mandat était très mauvais ces 4 dernières années. Donc, il y a ça, plus bien évidemment la situation sécuritaire que vous venez d'évoquer, d'autant plus que la Colombie a toujours été historiquement le partenaire majeur en Amérique latine d'un point de vue sécuritaire pour les Américains. Donc là, peut-être qu'on reviendra à une situation plus classique dans les relations États-Unis-Colombie. Au Brésil, un retour de la droite bolsonariste, entre guillemets, serait très bien vu à Washington. On a en Argentine Milei, qui lui est vraiment très très proche, qui est aligné. Cast va prendre ses fonctions au Chili très bientôt. Et là, on voit que Noboa en Équateur, qui est déjà présent, lui est lui aussi aligné sur Trump, plus Bukele au Salvador. Et on voit que finalement, les droites latino-américaines s'alignent complètement sur la politique de Washington et sur la vision de Trump, alors que les gauches latino-américaines, à différents degrés, et bien sûr on ne peut pas comparer Lula à Maduro, essayent de s'en extraire. Et finalement, on revient à une situation qui était la situation de la guerre froide pour les latino-américains, avec la volonté états-unienne d'imposer ses propres candidats, d'imposer son propre point de vue, d'imposer sa propre stratégie. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans ce contexte, comme je disais, de mondialisation qui a permis aux Chinois de s'implanter très fortement. Et on voit que, par exemple, l'espèce de chantage qu'a fait Trump à Milei en disant « j'accepte de vous aider pour vos problèmes financiers à condition que vous réduisiez vos relations commerciales avec la Chine » fonctionne à court terme, mais sur le long terme, on n'est pas sûr que les Américains aient la capacité de fournir les produits dont ont besoin les latino-américains pour leur propre consommation. Parce qu'il y a un problème fondamental aux États-Unis qui précède l'arrivée de Trump, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il a été élu la première fois, c'est le problème de la production. Les États-Unis ne produisent plus rien depuis 40 ans. C'est-à-dire que la mondialisation a permis à la Chine de se développer, mais a permis aussi à travers le traité de libre-échange, le NAFTA, au Mexique aussi, de produire. 85% du commerce mexicain se fait avec les États-Unis pour cette raison-là. Donc le problème fondamental aux États-Unis, c'est la production. Et les barrières protectionnistes qu'a essayé de mettre en place Trump depuis 1 an avec à peu près tout le monde, essayent de régler ce problème-là. Du fait qu'il n'y arrive pas, en tout cas pas à court terme, parce que c'est très difficile, et vu que les midterms arrivent, il est dans une situation où il doit avoir des actions quelque part médiatiques très fortes, comme aller capturer Maduro. C'est un succès tactique incroyable, puisque la planification a été tout simplement géniale, parce qu'ils ont quand même extrait un chef d'État et son épouse de leur maison, ils les ont ramenés à New York en quelques heures, de Caracas à New York, ce qui est incroyable. Mais la victoire tactique pourrait être une défaite stratégique sur le très long terme. À long terme. Alors, vous avez parlé de chantage. Parlons de la transition de cette vice-présidente qui ne veut pas de tutelle, vice-présidente Rodriguez qui ne veut pas de tutelle américaine, qui refuse, Trump qui monte au créneau et qui pose un ultimatum, voire même qui menace la vice-présidente Calvin Dark de lui faire subir le même sort que du président déchu Maduro. Et puis il y a une certaine Maria Corina Machado, nouvellement prix Nobel. D'ailleurs, elle était en compétition avec le même Donald Trump pour ce prix Nobel de la paix. Et est-ce qu'elle peut jouer un rôle dans ce nouveau paysage, surtout qu'elle a fait du pied au président américain en lui offrant, en lui offrant de partager avec lui son prix Nobel de la paix. Ça vous fait sourire, Calvin Dark. Donc c'est à vous que j'adresse cette question. Oui, parce que ça, c'est selon le Washington Post, il y a 2 jours. Oui. Ils ont dit que, selon le source près de la Maison-Blanche, quand elle a gagné le prix Nobel, elle a dédié ça à Donald Trump ou a dit il mérite ça. Donald Trump, il voulait le prix même. Oui. Alors, dans la Maison-Blanche, parce qu'elle n'a pas donné le prix même à Donald Trump, c'est un point sensible. Mais il y a un autre facteur pour Donald Trump.
La démocratie, le système, l'opposition, ce n'est pas la priorité. La stabilité, c'est la priorité pour Donald Trump. Parce que moi, en tant qu'Américain, je vous explique les Américains. Ils sont d'accord avec ça ou non? Ça dépend de l'économie le jour de vote. Si l'économie est stable, Donald Trump peut faire ce qu'il veut faire en Venezuela. C'est pas le cas aujourd'hui. Oui, mais s'il y a des problèmes, les républicains, la base, va dire pourquoi ils se concentrent sur le Venezuela, au Cuba, au Mexique, et pas l'économie. Alors Donald Trump, il ne veut pas l'image d'instabilité en Venezuela parce que s'il y a des problèmes, ses électeurs vont dire « Ah, wow, peut-être il y a des problèmes » parce que son focus, c'est hors des États-Unis. Et Donald Trump a dit qu'il va être le premier président de ne commencer une nouvelle guerre. Mais j'ai lu il y a 2 jours qu'il est le premier président depuis longtemps qui a frappé 7 pays. Le premier an de son deuxième mandat. Oussama Wassini. Oui, vous vouliez réagir avant que je vous adresse ma question. Pour moi, pour le Venezuela, la vice-présidente, n'oubliez pas une chose, son père a été torturé par les Américains. Donc, mais pour moi, je vais revenir toujours. Pour moi, Trump, quelque part, j'ai l'impression, il veut la paix. Parce que lorsqu'il dit, je vais prendre le Groenland, c'est comme s'il dit aux Européens, écoutez, l'affaire de l'Ukraine, lâchez prise. C'était ma question, justement. Je voulais finir le débat avec une question sur le Groenland. Voilà. Vous en pensez quoi? C'est-à-dire, quand il dit qu'il est prêt à utiliser la force au Groenland, contre l'avis, bien sûr, de tous les pays européens, le Danemark en premier, est-ce que c'est aussi une tactique transactionnelle? Est-ce que c'est parce que le Groenland est un territoire très riche? Est-ce que c'est géopolitique pour bloquer aussi la route aux Chinois? Ça passe. Oui, bon. Le Groenland, à moyen terme, ça sera stratégique. À moyen terme et à long terme, ça va devenir stratégique. Mais à court terme, il faut comprendre une chose. C'est que le problème de l'Ukraine traîne. Et Trump veut régler ce problème. Quel est le lien? Le bien, c'est très simple. Si demain, Trump dit « je veux le Groenland », croyez-moi, les Européens ne pourront rien dire. Parce que tout simplement, ils ont besoin des Américains pour avoir toutes les informations qu'il y a en Ukraine. Sinon, il va leur couper toutes les informations et l'Ukraine est morte. Militairement parlant. Parce que toutes les données se font par les satellites américains. Donc le Groenland, c'est une transaction avec l'Ukraine. C'est ce que vous pensez? Oui, pour moi, et Venezuela aussi, c'est un moyen de transaction avec ses partenaires démocrates et russes et chinois, comme a dit notre ami, c'est que tu prends l'Ukraine, tu prends Taïwan, moi, je m'occupe de l'Amérique, ça va de Groenland, en passant par le Canada jusqu'au sud, et j'irai même plus loin par rapport à tout à l'heure. On croirait un remake de... Non, écoute, les États-Unis... Non, c'est mathématique et c'est logique. Moi, je suis Selon votre logique, je pense. Non. C'est pas... Mathématiquement, c'est la meilleure solution pour tout le monde. Sinon, il y aura une guerre. Oui. Et pour moi, les Russes, les Chinois sont d'accord. Mais le problème, il y a certaines entités qui ne sont pas d'accord avec ce... Donc, pour pouvoir les soumettre à la décision, par exemple les Européens, je dis, je prends le Groenland. Et crois-moi, aucun Européen ne pourra dire non à Trump. Parce que s'ils disent non, ils n'ont aucune data d'information de ce qui se passe en Ukraine. Et automatiquement, c'est toute l'Ukraine qui passe. Réaction, Mohamed Badiliati, sur ces transactions. Et c'est ça la biggest picture, en tout cas selon Oussama Wassini. Vous en pensez quoi? J'ai quelques points de désaccord. En fait, je pense que sur le Groenland, il y a plusieurs façons de régler cette histoire. C'est-à-dire que soit Donald Trump décide de régler ça à sa manière, c'est-à-dire de façon brutale, et à ce moment-là, c'est la fin de l'OTAN en tant que telle. C'est-à-dire que l'OTAN en tant que structure ne peut plus exister et les Européens n'auront plus le choix. Ils devront créer une véritable sécurité européenne. C'est-à-dire qu'ils ont toujours refusé de réellement faire un pilier de défense européen en voulant se cacher derrière les États-Unis, mis à part la France qui, à l'époque du général de Gaulle et depuis le général de Gaulle, a voulu se constituer comme une puissance nucléaire indépendante.
les autres sont toujours cachés. Et là, ils pourront plus se cacher. Ça sera la fin pour eux. L'autre élément qui est important, c'est que il y a une façon qui est, on va dire, un peu plus intelligente, j'ai envie de dire, si Donald Trump veut sortir de la question du Groenland par le haut, c'est-à-dire qu'il pourrait dire aux Européens et surtout aux Danois, écoutez, maintenant le Groenland va avoir une sorte d'indépendance et on va lui donner un statut un peu comme les îles Marshall, vous savez, les Marshall Islands. C'est-à-dire qu'ils se géreront eux-mêmes pour leurs affaires internes. Et pour tout ce qui touche à la sécurité et à la défense, ce sont les États-Unis qui vont s'en occuper. Mais il le dit. Et il dit, c'est aujourd'hui, donc le porte-parole de la Maison-Blanche dit que les Américains ont le droit de prendre le Groenland pour sécuriser la région arctique et pour, je cite, protéger et défendre l'OTAN. Oui, mais c'est tout le problème. C'est-à-dire que l'OTAN, telle qu'elle a été constituée après la Seconde Guerre mondiale, était très clairement sous domination américaine dans un contexte de guerre froide. À partir du moment où les Soviétiques n'étaient plus là, il y a une chute de l'Union soviétique, il fallait, si vous voulez, redynamiser l'OTAN, en tout cas lui donner de nouveaux mandats, de nouvelles fonctions. Et il y a eu cette volonté de dire on va avoir un pilier européen au sein de l'OTAN, ce qui n'a jamais été fait par rapport aux réticences à la fois idéologiques et budgétaires de la majorité des États. Mais aujourd'hui, c'est un territoire européen. Imaginez ce qui va se passer si jamais Donald Trump fait ça de façon brutale. Il prend le Groenland et il dit il faut le sécuriser, etc. Demain, les Turcs vont vous dire écoutez, nous, on prend tout Chypre. Et là, on aura un problème entre plusieurs membres de l'OTAN à nouveau. Et l'OTAN ne pourra plus exister puisque tout le monde va décider de prendre différents territoires. Donc, demain, on va avoir un scénario complètement fou où demain, vous avez Vox qui gouverne l'Espagne avec le Parti populaire et qui décide de prendre Gibraltar par la force. Et vous générez un conflit avec une puissance nucléaire et 2 pays de l'Union européenne, 2 pays de l'OTAN, l'Espagne et le Royaume-Uni. C'est-à-dire que c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. En réalité. Alors que s'ils font ça de façon plus, on va dire, diplomatique, et je mets plusieurs guillemets, j'ai envie de dire des milliers de guillemets, ça sera peut-être différent. C'est la même chose au Venezuela. Merci. Pour revenir et pour conclure mon intervention, sur la question du Venezuela, Delcy Rodriguez, entre guillemets, elle a vendu Donald Trump, ça maintenant c'est très clair. Elle a vendu, Maduro à Donald Trump, oui. Ça c'est très très clair. Maintenant, le pilier fondamental du pouvoir vénézuélien, c'est l'armée. Hugo Chavez le disait toujours, lui qui est un militaire, qui est un colonel, contrairement à Maduro, le régime chaviste fonctionne, c'est une alliance civilo-militaire. C'est une alliance entre une partie des civils révolutionnaires, le socialisme du XXIe siècle et l'armée. C'est pour ça que Maduro, quand il a senti le vent tourner, a donné tout le pouvoir à l'armée. À chaque fois, c'est l'armée. Donc si Delcy Rodriguez décide de laisser le pouvoir, entre guillemets, à l'armée, et si l'armée, pour se préserver ses intérêts liés à la vente de pétrole, à la corruption, au trafic de drogue, d'ailleurs, on se demande bien comment l'armée a laissé faire, quand même. Hein. Bon, l'armée a laissé faire, donc c'est une évidence. C'est-à-dire Maduro a été le fusible et ils ont décidé de lui faire porter tout le chapeau. Il ne faut jamais oublier que Maduro n'est pas un militaire, contrairement à Chavez. Chavez qui avait tenté un coup d'État raté en 92. Et Maduro, clairement, sa garde personnelle n'était pas l'armée, c'était des Cubains. Les forces spéciales, la garde rapprochée de Maduro, c'était des Cubains, puisque Maduro, qui a étudié à Cuba, qui a vécu à Cuba, qui est un véritable, j'ai envie de dire, Cubain dans sa vision de ce que doit être la révolution, il s'est entouré de Cubains, puisqu'il y avait toujours ce problème entre lui et l'armée, qu'il n'a jamais vraiment apprécié. Donc aujourd'hui, si Donald Trump veut faire une chose, on va dire, un peu j'ai envie de dire, smart, pour le Groenland et pour préserver aussi ses intérêts avec les Européens, parce qu'au bout d'un moment, je pense quand même que les Européens vont en avoir un petit peu marre de se faire maltraiter de la sorte. Un accord type Marshall Island pour le Groenland peut être quelque chose, on va dire, un compromis vraiment mineur, mais ce serait quand même une humiliation pour les Européens et plus particulièrement pour les pauvres Danois. Une affaire à suivre de très très près parce qu'elle bouge beaucoup et très vite. Et en tout cas aussi pour le Venezuela, parce que c'était le sujet essentiel, la transition, est-ce qu'elle va être organisée un peu sans que le Venezuela ne passe d'une tutelle chaviste ou maduriste, comme vous le disiez tout à l'heure, à une tutelle américaine? C'est là la grosse question et en tout cas l'avenir très très proche nous le dira. Merci beaucoup Oussama Wassini. Merci Calvin Dark. Merci beaucoup. Merci à vous également, Dr Mohamed Badili Atioué.
Merci à vous, c'était un plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'Actu. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.